Bonjour. Les interventions des différents experts nous ont rappelé l'ampleur inquiétante des inégalités sociales dans l'enseignement belge, qu'il soit francophone ou néerlandophone. Ils ont démontré que ces inégalités étaient étroitement liées à la forte ségrégation dans notre enseignement. En effet, plus qu'ailleurs, nous séparons les enfants selon leur origine sociale, culturelle ou ethnique. Nous avons pu observer les effets désastreux de cette ségrégation pour l'équité et la qualité de l'enseignement, mais aussi pour sa capacité d'instituer le citoyen d'une société réellement démocratique. Il est temps maintenant de passer du constat à l'action. Comment faire advenir une école réellement commune, c'est-à-dire culturellement et socialement mélangée? À cette question, notre collectif d'associations et de citoyens propose une réponse originale. Pour en comprendre le principe et le bien-fondé, il faut d'abord mettre à nu la forme très particulière qu'a pris dans notre pays le droit au libre choix de l'école pour les parents. Objet déjà de lutte contre le pouvoir hollandais avant 1830, inscrite dans notre Constitution dès l'indépendance, scellée dans le roc par 2 guerres scolaires et entretenue par l'existence de puissants réseaux d'enseignement concurrents, la liberté d'enseignement est profondément ancrée dans la culture belge. À tel point qu'aujourd'hui, choisir l'école de ses enfants n'est plus un droit, mais est devenu une obligation, car contrairement à ce qui se passe dans la majorité des pays, chez nous, aucune école n'est proposée, aucune place n'est garantie dans une école. Les parents doivent se débrouiller pour trouver l'école qui accueillera leurs enfants. Cette caractéristique que la Belgique ne partage qu'avec une poignée d'autres pays comme l'Irlande et les Pays-Bas est non seulement à l'origine de stress et de souffrance pour de nombreuses familles, elle renforce aussi les effets ségrégateurs du quasi-marché scolaire. Car lorsqu'on doit trouver une école, on interroge ses connaissances, ses amis, ses voisins, ses collègues, sa famille. Mais vos amis, vos voisins, collègues et parents appartiennent généralement, statistiquement, à la même classe sociale que vous. Et dès lors, le choix d'une école se traduit même involontairement par une recherche de l'entre-soi. L'obligation de choisir renforce alors les effets de l'inégale connaissance du marché scolaire et d'attentes socialement différenciées. Or, à côté du droit individuel de choisir son école, il faut poser un autre droit, tout aussi fondamental, mais collectif celui-là, le droit à l'éducation. Celui-ci implique que chaque enfant doit avoir l'assurance d'une scolarisation dans une école facilement accessible, offrant un enseignement de qualité. Il faut donc la garantie d'une place, dans une école proche du domicile, à des conditions financières abordables et idéalement gratuitement, et dans une école qui soit une bonne école, donc certainement pas une école ghetto. Nous avons vu en effet comment l'effet de composition des classes influe sur la qualité des apprentissages et pourquoi la mixité sociale est alors une exigence d'éducation citoyenne démocratique. La question est donc comment concilier ces deux droits apparemment contradictoires, le droit individuel de choisir librement son école et le droit collectif à une éducation de qualité. Cela nous conduit logiquement au principe suivant. Premièrement, au lieu de dire aux parents « débrouillez-vous pour trouver une école », on va d'emblée leur en proposer une. Deuxièmement, on va s'arranger pour que ces propositions d'affectation combinent le mieux possible, autant que faire se peut en fonction des réalités socio-géographiques locales, les objectifs de proximité et de mixité sociale. Troisièmement, on laisse les parents totalement libres d'accepter ou de refuser l'école proposée. S'ils acceptent la proposition, ils ont certes l'avantage de ne pas devoir chercher une place ailleurs, mais la liberté d'enseignement reste totalement inviolée. Enfin, quatrièmement, on applique ces principes tout au long du tronc commun. Donc,
depuis l'entrée à l'école maternelle jusqu'à la fin du tronc commun et chaque fois qu'un changement d'école s'impose pour une raison ou pour une autre. En effet, les inégalités sociales ne sont pas l'apanage de l'enseignement secondaire, elles naissent dès la maternelle et croissent au fil des ans, en particulier par l'effet de la ségrégation. Une telle procédure briserait le cercle vicieux où nous sommes actuellement enfermés. Aujourd'hui, les parents perçoivent bien les grandes inégalités entre les établissements scolaires. Ils les perçoivent d'autant mieux s'ils bénéficient d'une bonne connaissance du marché scolaire. Or, cette connaissance, cette conscience de la ségrégation académique nourrit justement l'attachement des parents au libre choix. Le libre choix qui, à son tour, comme nous l'avons vu, produit cette ségrégation. En répartissant d'emblée les élèves, au moins ceux qui auront accepté l'école proposée, de façon plus hétérogène sur tous les établissements, on diminuera la ségrégation et on diminuera donc également l'attachement au libre choix. Bref, on brise le cercle vicieux. Pour concrétiser tout cela, je voudrais vous présenter un exemple de scénario, un exemple de mise en œuvre possible de ces principes généraux. Imaginons qu'au 1er décembre, tous les parents dont un enfant est en âge d'entrer à l'école ou de changer de niveau d'enseignement soient invités à remplir un formulaire sur papier ou en ligne indiquant leur préférence pour l'école qui leur sera proposée. Le choix confessionnel, le choix linguistique, le regroupement ou non avec les frères et sœurs et le choix du domicile de référence. Précisons, pour le choix confessionnel, qu'il ne serait pas demandé s'ils souhaitent, mais seulement s'ils accepteraient que l'école proposée affiche telle ou telle confession. C'est techniquement inévitable, car les pouvoirs publics qui doivent proposer un établissement ne sont évidemment pas en mesure de garantir le nombre de places dans les écoles confessionnelles. Au 1er janvier, une fois toutes les réponses rentrées et encodées, on exécuterait un algorithme qui, comme nous l'avons dit, affectera chaque élève à une école en conciliant le mieux possible les critères de proximité et de mixité sociale. En d'autres mots, l'élève sera affecté à une école proche de son domicile, mais pas forcément la plus proche, le logiciel cherchant à obtenir des écoles socialement semblables entre elles et donc hétérogènes. Notez bien que ceci implique deux préalables importants. Premièrement, l'existence d'un indice socio-économique individuel pour chaque élève, qui pourrait être construit à partir des données de la banque Carrefour de la Sécurité sociale. Secundo, il faut un cadastre des places disponibles dans chaque école. Ceci implique à son tour l'existence de conseils de zone interréseau gérant l'offre de places dans les établissements. Cette offre doit répondre à des critères sur le plan de l'infrastructure. Elle doit être suffisante pour assurer une place à chaque enfant tout en laissant une petite marge de flexibilité pour le bon fonctionnement de l'algorithme d'affectation. Mais pas davantage qu'une petite marge, ce serait un gaspillage et cela nuirait au résultat de mixité escompté. Ensuite, le 15 février, par exemple, les parents recevraient notification de l'école retenue pour leur enfant. Ils disposeraient alors d'un délai de, mettons, 45 jours pour répondre par voie postale ou numérique. L'absence de réponse tiendrait lieu d'acceptation afin de ne pas sanctionner les enfants dont les parents auraient négligé ou été dans l'impossibilité de répondre. En cas d'acceptation, l'enfant sera automatiquement et définitivement affecté à l'école proposée. Il ne pourra plus être inscrit ailleurs dans l'enseignement subventionné. En cas de refus, au contraire, en cas de refus de la proposition, les parents pourront formuler une ou plusieurs demandes d'écoles alternatives. Il leur sera toutefois rappelé qu'il n'y a, dans ce cas, aucune garantie. Cette période de 45 jours, entre le 15 février et le 1er avril, dans notre exemple, pourra être utilisée par les écoles pour organiser des séances d'information à l'adresse des parents. Le 1er avril, après réception de l'ensemble des réponses, on affecte d'abord à leur école ceux dont les parents ont accepté la proposition initiale. Ensuite, on considère les demandes alternatives des autres parents.
Le premier choix est automatiquement accordé s'il reste suffisamment de place dans l'école demandée. S'il y a un excès de demande, alors l'algorithme privilégiera de nouveau les élèves dont l'apport tend à optimiser les indicateurs de mixité sociale ou ceux qui risqueraient de ne plus trouver de place disponible dans une école de proximité. Le même procédé est répété si nécessaire avec les deuxième choix, troisième choix, etc. jusqu'à épuisement. Et si au terme de cette procédure, des enfants sont encore sans école, ou plutôt sans proposition d'école, l'algorithme proposera, toujours avec les mêmes critères, proximité et mixité, un autre établissement où il reste de la place. Le 1er mai, les parents qui ont refusé la proposition initiale sont informés si leur enfant se voit proposer une place dans une des écoles alternatives demandées ou ailleurs. Il dispose alors de 15 jours pour confirmer ou non cette inscription, et à nouveau, s'il confirme ou ne répond pas, l'inscription est automatique et définitive. Ils ne pourront donc plus alors inscrire leur enfant ailleurs. Au terme de cette phase, le nombre de places encore disponibles par année d'études et par établissement est repris dans une base de données publique accessible sur Internet et dans certains lieux publics, comme les maisons communales. Une autre base de données non publique, celle-là, permettra aux établissements de vérifier si un élève est déjà inscrit dans un autre établissement. À partir du 15 mai, enfin, les établissements pourront recevoir des inscriptions complémentaires dans la stricte limite des places déclarées au cadastre et dans l'ordre chronologique d'arrivée de ces inscriptions. Afin d'éviter les doubles inscriptions, les établissements auront l'obligation de vérifier si l'élève n'est pas déjà inscrit ailleurs. Les établissements seront tenus de communiquer ces inscriptions en temps réel afin d'assurer une mise à jour immédiate des bases de données et d'éviter ainsi des fils inutiles. Une objection souvent entendue à l'encontre de ce projet est qu'il serait impossible de combiner la mixité et la proximité sociale, tant les inégalités géographiques sont importantes. Pour répondre à cette crainte légitime, Bernard Delvaux et moi-même avons testé la faisabilité d'un algorithme d'affectation sur des données relatives à la population scolaire de l'enseignement fondamental en région bruxelloise pour l'année 2011. Sans entrer dans le détail de ce logiciel, je vous en livre quelques résultats. En 2011 donc, 21,5% des élèves de première primaire fréquentaient des écoles dont l'indice socio-économique moyen était inférieur au seuil sous lequel se situent les 30% les plus pauvres. En d'autres mots, des ghettos de pauvres. Inversement, 20,1% fréquentaient des ghettos de riches, établissements dont l'indice socio-économique était supérieur au seuil des 30% les plus riches. Et 27,5% des élèves fréquentaient des écoles ayant un indice socio-économique moyen, correspondant à ceux des 2 déciles centraux de la population bruxelloise. Cela pouvait être des établissements socialement mixtes ou des espèces de ghettos de classe moyenne. Après exécution de notre algorithme, voici ce qu'on obtient. Il n'y a plus aucun élève dans une école ghetto de pauvres. Il reste seulement 6% d'élèves dans des ghettos de riches, et cette fois, 75,6% des élèves sont désormais dans des écoles d'indice socio-économique moyen. Et qui plus est, ces écoles sont cette fois réellement mixtes. Ce ne sont assurément plus des ghettos de classe moyenne. Mis en carte, voici ce que cela donne. Chaque cercle représente une école. En rouge, au centre de Bruxelles, on a aujourd'hui une grande concentration d'écoles avec une population très pauvre. Les écoles ghettos de pauvres au tableau précédent. Au sud-ouest de Bruxelles, particulièrement, une concentration de ghettos de riches. En vert, vous voyez les écoles d'indice socio-économique moyen. Voici maintenant ce que cela donne après application de notre algorithme. Les écoles rouges ont totalement disparu. Les écoles bleues foncées ne sont plus que de petits établissements enclavés dans l'extrême sud-ouest de la capitale.
Vous pensez peut-être que pour atteindre un tel résultat, nous avons dû déplacer beaucoup d'élèves loin de chez eux. Eh bien, pas du tout. La distance moyenne domicile-école se trouve au contraire réduite. Elle passe de 1,3 km dans la réalité à seulement 900 mètres en moyenne après l'application de notre algorithme. Alors que dans la réalité, 2 tiers des élèves étaient scolarisés à moins de 2,8 km de leur domicile, nous les ramenons à 1,6 km. Aujourd'hui, 20% des élèves doivent parcourir plus de 2 km pour se rendre à l'école et 6% doivent même parcourir plus de 4 km. Or, nous ramenons ces pourcentages à 11% et 0% respectivement. Bref, même dans une ville de grande dimension, caractérisée à la fois par une forte inégalité sociale et par une forte ségrégation urbaine, il semble parfaitement possible d'affecter les élèves aux écoles en combinant proximité et mixité sociale. Une autre objection fréquente est que tout le système repose sur l'hypothèse qu'une majorité de parents vont accepter l'école proposée. Or, ce que semblent montrer les études sociologiques dans de très nombreux pays, c'est que les parents de classes populaires ont tendance effectivement à accepter l'école désignée ou proposée par les autorités. De ce fait, il y aura de toute manière une base populaire dans chaque établissement. Même si une majorité de parents de milieux plus favorisés devaient préférer décliner l'offre qui leur serait faite, cela ne leur permettrait pas tout de même de retrouver une école de l'entre-soi. La mixité sociale sera devenue un fait incontournable et l'attrait de la stratégie consistant à jouer la carte du libre choix s'en trouvera réduite d'autant. Une autre objection ou interrogation fréquente concerne les écoles à pédagogie spéciale. Nous pensons que cette question est hors sujet. Aucune pédagogie digne de ce nom ne prétend s'adresser qu'à des enfants de parents suffisamment instruits pour privilégier telle ou telle pratique. Comme l'a dit très justement Danielle Blumfarb, présidente du mouvement Éducation populaire Pédagogie Freinet à propos de notre initiative, je la cite, « C'est aussi une manière d'apporter ce en quoi nous croyons à des familles qui sont moins au courant des choix possibles. » La pédagogie Freinet est à son essence une pédagogie populaire. Fin de citation. Enfin, certains s'inquiètent de la création d'un cadastre rigide de places, interdisant aux écoles de grandir librement. Et en effet, c'est avec l'obligation faite aux écoles d'inscrire automatiquement tous les élèves dont les parents ont accepté la proposition d'affectation, c'est une condition sine qua non de succès de toute la procédure. Mais justement, c'est aussi une formidable opportunité, un pas en avant dans la stabilité des effectifs, donc dans la stabilité des équipes pédagogiques. C'est donc une opportunité de planifier rationnellement l'offre scolaire. Voilà, je vous remercie.